Salam alaikum, Azul, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une interview qui a été accordée par le président Tebboune au journal, au magazine Le Point, avec des intervieweurs algériens qui ont été sollicités par Le Point, M. Kamel Daoud et M. Adlan Meddi. Et donc, une interview, voyez, hein, qui se décline sur 9 pages très pleines, avec un véritable pack d'informations en tout genre, une biographie de M. Tebboune, une biographie dont nous allons parler tout à l'heure. Et donc, une interview qui a provoqué une véritable clameur en Algérie et particulièrement dans le monde de la presse algérienne. Alors, d'abord, une petite explication. Qu'est-ce qu'un publi-reportage? Publi-reportage. En peu de mots, c'est une publicité pour le compte d'une société, d'un pays, voire même parfois pour une personnalité artistique, politique. C'est une prestation rémunérée. C'est une technique de communication qui cherche à éviter de paraître sous une forme purement publicitaire et qui use de la forme journalistique pour tenter de faire croire à l'objectivité du contenu. En clair, un publi-reportage est une publicité qui use d'un format qui veut en faire un article de presse, un reportage, une enquête, une interview aussi. Et c'est ainsi que le publi-reportage a été créé, pour contourner la publicité ordinaire et tromper le lecteur en lui fourguant de la propagande sous forme d'une communication média, qui en fait a été payé par son principal bénéficiaire, payé d'une façon ou d'une autre. Mais aussitôt créée, cette publicité masquée, cette propagande enrobée de vernis médiatique, allait être dénoncée par des journalistes intègres qui avaient considéré que c'était là une tromperie, une grave violation de la déontologie journalistique. Et c'est ainsi que ces journalistes ont proposé et ont négocié de signaler aux lecteurs que le produit en question est une communication publicitaire, une réclame. Après d'âpres discussions entre les journalistes et les patrons de presse, il y a plusieurs décennies de cela, il a été finalement décidé d'apposer en haut du produit, tout en haut, la mention « publi-reportage », qui sera toujours mis entre parenthèses, généralement en italique et en très petits caractères, pour que ça ne se voit pas. Un pis-aller, en fait, mieux que rien. Mais de petits malins ont trouvé des astuces et d'autres pour tenter de faire passer ces publications sur commande sous forme de véritables produits médiatiques, en y mettant la forme et souvent la signature de journalistes connus, patentés, pour faire passer la pilule. Une pratique honteuse que tous les journalistes intègres dénoncent, mais qui n'en a pas moins cours, malheureusement. Et le régime algérien est, depuis longtemps, passé maître dans ce genre de pratique, de communication, tout particulièrement dans les colonnes des journaux français, qui considèrent que les Algériens sont un sous-lectorat, qui peut gober toutes les couleuvres qui lui sont si généreusement servies. Rappelez-vous cet article du Washington Times, très élogieux pour M. Tebboune. Regardez. Tebboune, en français, Tebboune sortira... l'Algérie sortira plus forte de la crise
grâce aux réformes courageuses du président Tebboune. Et bien sûr, il n'y avait pas la mention publi-reportage en haut du publi-reportage. Et un publi-reportage commis non pas par le Washington Post, ni le New York Times, mais la combinaison des deux pour tromper l'ennemi. Le Washington Times, parce que les deux journaux que je viens de citer sont au-dessus de ces arnaques. Mais le Washington Times, un canard boiteux qui appartient à la secte Moon et qui n'a aucun état d'âme sur ces questions, ne se gêne pas pour empocher des sous quand ça vient de gens comme ça. Signalons que cette opération qui a consisté à faire du lobbying aux USA, non pas pour l'Algérie, mais pour l'image de Tebboune, a été confiée à un lobbyiste qui s'appelle M. David Keane, très connu aux États-Unis, dont la facture payée par l'Algérie s'élève à un minimum forfaitaire, sans compter les extras, un minimum forfaitaire de 30 000 $ par mois. Et cette information a été donnée par l'APS. Hein, ce n'est pas un secret de n'importe qui, le secret des dieux. Ce genre de communication, qui se décline à l'infini en Algérie, a toujours servi à ce régime pour vendre de lui l'image d'un État sérieux, vertueux, légitime, attaché aux grands principes démocratiques. Et ces vecteurs de propagande sont tout aussi véreux les uns que les autres, comme ce fut le cas, entre autres, de nombreux autres, d'Oxford Business Group, un cabinet très spécial qui se dit spécialiste dans le conseil économique et les grands diagnostics financiers, et qui n'a absolument rien à voir avec l'université d'Oxford, rassurez-vous. Il s'en sert juste pour se donner un semblant d'honorabilité. Oxford Business Group. Ses clients sont des régimes très peu recommandables, friands de ce genre de bobards, et qui règlent rubis sur l'ongle pour pouvoir tromper l'ennemi qu'est leur peuple ou les opinions publiques internationales. Cet organisme, le Oxford Business Group, a rendu plusieurs rapports sur plusieurs années sur l'Algérie qui suggèrent très habilement que tout va bien dans le meilleur des mondes dans ce malheureux pays qui fait eau de toutes parts. Et il n'y a pas que ça. Le régime algérien a toujours eu recours à ce genre de procédé pour enfumer les opinions publiques. Et cette interview du président Tebboune au magazine Le Point est très significative à cet égard. Et comme de bien entendu, le journal a omis de mettre la mention publi-reportage en tête de ce qui nous a été livré comme une véritable et très sérieuse interview. Cette interview, à l'intérieur d'un pavé de 9 pages, très touffu, doit être absolument lue par tous les Algériens et par tous ceux qui s'intéressent à l'Algérie. Parce que derrière les grossiers mensonges et la connivence des deux journalistes et la connivence du magazine se profile l'ombre de la véritable Algérie, tout ce qu'elle endure d'une mafiocratie qui ne se refuse rien, ni aucune méthode pour se donner, ou plutôt pour s'acheter avec l'argent des Algériens, l'image d'une courageuse méritocratie. Une méritocratie tendue vers le meilleur, conduite vers des horizons lumineux par un président réellement élu par le peuple algérien et non pas désigné par les généraux. Peu cher. Quelle dérision, si ce n'était une atroce tragédie.
المواليك Algérie, je m'excuse pour la longueur du titre, mais il fallait que nous le fassions comme ça. Algérie, le journal Le Point réalise le plus caricatural publi-reportage sur Tebboune. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'aurai avec moi depuis au téléphone, depuis Paris, professeur Majid Benchir, écrivain, ancien doyen de la faculté de droit d'Alger. Nordin Naoussat, écrivain, conférencier. Mohamed Ben Aïssa, militant politique. Saïd Aknin, militant politique. Merci à vous tous d'être là. Merci pour l'invitation, Sidi Maldine. Merci. Nous allons commencer par le professeur Majid Benchir qui nous a demandé de le libérer assez tôt. Il va rester avec nous une dizaine de minutes. Merci d'être avec nous, monsieur le professeur. Merci de m'inviter. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous pensez d'une façon générale? Qu'est-ce que vous avez, comment cette interview, hein, appelons-la comme ça, puisqu'elle se présente comme ça, vous a inspiré de penser? Franchement parler, la première réaction, c'était de me dire que viennent faire ces journalistes là-dedans, parce que c'était un peu étonnant. Ça n'apparaissait pas comme une véritable interview. Bon, j'ai pensé que c'est une interview élogieuse et qui allait toujours dans le sens de l'éloge, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas dans la conception de cette interview, je ne connaissais pas ces problèmes de storage ou publi-reportage. Voilà, oui, et donc je vous ai écouté avec attention. En fait, habituellement, ce type d'interview apparaît plus comme une publicité que comme une interview. Moi, j'ai vu des publicités, notamment pour visiter tel ou tel pays, qui sont faites par des gens qui connaissent le tourisme, qui connaissent les paysages, la géographie, l'histoire, et qui brodent autour de ces éléments pour faire l'éloge d'un pays. Là, c'est un peu autre chose, c'est beaucoup plus politique. Alors, je ne suis pas spécialiste de ces choses-là. Alors, monsieur le Président de la République algérienne démocratique et populaire, en réponse à ces deux journalistes ou ces intervieweurs, répond que le Hirak a changé, que ce n'est pas le même que celui qu'il a quasiment porté au pouvoir, puisque c'est grâce à ce Hirak qu'il est arrivé au pouvoir, le Hirak al-Asil al-Mubarak, authentique et béni, mais que le Hirak d'aujourd'hui n'est rien du tout, c'est à peine 30 à 40 000 personnes dans tout le pays, que c'est un Hirak perverti. Alors, à votre avis? Là, c'est sans doute le point que je trouve le plus dommageable pour le pays, parce que le Hirak, c'est vraiment a donné vraiment l'image du niveau politique, du niveau d'analyse, du niveau de comportement et de conduite sociale du peuple algérien. Et donc, le réduire à uniquement un point qui éventuellement donne satisfaction est une réduction qui est dommageable
pour le peuple algérien lui-même et pour le pays lui-même. Alors, sur la question précise maintenant, est-ce que le Hirak a changé? On constate d'abord que le chef de l'État ne veut pas prononcer le mot Hirak. Oui, Bien, il le dit, et je ne l'appelle plus comme ça. Oui, on peut, s'il veut, si le chef de l'État souhaite suivre une autre forme d'appellation, on peut l'appeler le soulèvement populaire. C'est ce que j'ai proposé dès le début. Mais moi, j'accepte de considérer que la terminologie en matière politique, sociale, juridique, elle s'impose lorsqu'elle est dominante. Et le mot Hirak, qui signifie mouvement, s'est imposé. Il a été accepté pour un certain nombre de raisons par le peuple partout. On l'appelle comme ça. Et même à l'étranger, maintenant, on le désigne ainsi. Donc le mot Hirak, qu'on le veuille ou non, c'est celui-là qu'il faut accepter, même pour ceux qui, comme moi, proposent qu'on l'appelle le soulèvement du peuple. J'ai indiqué dans des articles pourquoi. Mais maintenant, oui, pour répondre à la question, le Hirak n'a pas changé sur l'essentiel, qui est que le système politique doit changer complètement. Alors, bien sûr, les 2 premiers vendredis, il a demandé le retrait du 5e mandat. Mais demander dans le système politique algérien le retrait du 5e mandat, c'est remettre en cause le système. Il faut analyser les choses de manière politique et non pas juste sur les marges de la périphérie. Donc, de ce point de vue, le Hirak n'a pas changé. Maintenant, il y a des points sur lesquels le Hirak évolue. En quoi ça consiste? Eh bien, contre la corruption bat son plein, il fait des panneaux et des journées de vendredi essentiellement axées contre la corruption. Quand on annonce des élections, il fait des panneaux, des mots d'ordre, des manifestations populaires partout dans le pays contre ces élections. Quand il estime que les généraux interviennent beaucoup ou trop, il fait des mots d'ordre en disant les généraux dehors, etc. Donc, effectivement, il fait évoluer son programme. Et lorsqu'un pays à l'étranger lui semble aux populations prendre des positions qui ne sont pas dans l'intérêt du peuple algérien, il les fustige. Donc, de vendredi en vendredi, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent changer en fonction de la situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple algérien est à un niveau politique extrêmement élevé, qu'il suit l'actualité et qu'il fait varier, il donne ses réponses. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que le peuple algérien, par le Hirak, montre qu'il est devenu un acteur politique avisé, un acteur politique incontournable. C'est pourquoi je juge que c'est dommage qu'on ne voit pas cette réalité-là. C'est donc dire que ce Hirak n'existe pas, ou qu'il a changé, ou qu'il est maintenant maudit, c'est un déni de la réalité. Mais il oublie de parler du blocus sécuritaire. Il oublie de pas. Il dit qu'il n'y a plus que 20 000 à 30 000 personnes dans tout le pays national, mais il ne dit pas qu'il y a plus de 100 000 policiers mobilisés dans quasiment les villes qui ont habituellement l'habitude de sortir, mais on ne mobilise pas 100 000 policiers pour réprimer 30 000 ou 20 000, comme il dit, manifestants. Tout à fait, c'est dramatique de réprimer un peuple qui a utilisé comme voie pour agir et faire entendre ses revendications la voie pacifique. La voie pacifique a été utilisée par le peuple algérien, mise en pratique comme une stratégie. C'est-à-dire que c'est cette stratégie pacifique qui imprègne l'ensemble des actions du peuple algérien en matière de revendications politiques. On peut le vérifier à tous les niveaux. Jamais le peuple algérien, depuis février 2019, n'a cassé un magasin, une voiture, n'a agressé des policiers, n'a touché au poste. Il manifestait massivement devant la poste. Jamais la grande poste à Alger n'a été touchée. Et c'est la même chose partout dans le pays. Et alors, donc, il nous dit, M. Tebboune, que les partis politiques, qui sont pourtant quasiment tous du côté du régime, ces créatures, littéralement, il nous dit que ça ne représente rien du tout. C'est à peine s'il y a 800 000, nous dit-il, militants sur une population de 45 millions d'habitants. Il oublie qu'on ne compare pas des militants de partis qui sont tous adultes
avec une population globale où il y a des bébés, des enfants, que pensez-vous de ça? Mais très, très vite, avant de passer à la question suivante, que pensez-vous de cette affirmation de M. Oui, d'accord. Tebboune? Très vite. L'apparence comme ça, effectivement, moi aussi j'analyse la situation de la plupart, pas tous, mais de la plupart des partis politiques comme des éléments non représentatifs de la majorité de la population ni de leurs revendications. Mais ce qu'il faut se demander quand on fait une analyse politique de cette situation, c'est qui est responsable de cette situation? Qui a fait que les partis politiques en Algérie n'ont pas pu agir dans des débats démocratiques au milieu de la liberté de la presse et pour représenter les aspirations des populations? C'est évidemment le système politique qui a été mis en place depuis 1962. L'Algérie n'a jamais eu ni des partis politiques, même en tant que parti unique. Le parti unique, c'était une excroissance du pouvoir. Et c'est la même chose pour les autres. Si vous avez la prétention de devenir un parti politique représentatif, vous risquez gros parce que vous serez réprimé. Il n'est pas possible dans le système politique algérien de constituer pacifiquement un parti politique représentatif. Alors, dernière question, si vous permettez. M. Tebboune nous dit que ces élections, telles qu'elles sont en train de se concocter, de se mijoter, seraient la solution pour le pays. Votre avis sur la question? Écoutez, franchement, en ce qui concerne les élections, il n'y a de secret pour personne. En tout cas, il n'y a pas de secret pour ceux qui veulent voir la réalité. Il ne faut pas, comme procèdent souvent les dirigeants dans notre pays, procéder par des dénis, c'est-à-dire nier la réalité. Je constate d'ailleurs que certains ministres des Affaires étrangères dans d'autres pays qui suivent, qui appuient les gouvernements en Algérie reprennent ce discours des élections comme si en Algérie il s'agissait d'un système politique démocratique où chacun peut faire valoir ses objectifs. En réalité, depuis toujours, et il ne peut pas en être autrement dans le cadre d'un système aussi autoritaire que le système politique algérien, depuis toujours, les élections règlent les problèmes au sein du système, c'est-à-dire entre les différentes parties prenantes du système. Il peut donner une meilleure représentation à tel ou tel groupe lorsque ce groupe est ascendant dans le cadre du système. Mais jamais les élections en Algérie n'ont réglé les problèmes des populations. Jamais les problèmes des populations n'ont été pris en considération et débattus dans le cadre de débats contradictoires lors des élections. Et dans ces conditions, il est clair que les élections ne peuvent pas régler ces problèmes. Pour que les élections demain en Algérie puissent régler les problèmes des populations, il faut procéder à un certain nombre de réformes qui permettent à toutes les forces représentatives de se faire entendre, d'organiser des débats librement, de se faire publier librement. Et chacun peut constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et pour cela, il faut éliminer toutes les formes de contrôle de la société. C'est-à-dire, il faut éradiquer... Le contrôle dans le sens Big Brother. Il faut éliminer tout ce qui est police politique. Et ça sera possible quand? Ça ne sera donc possible que dans le cadre d'une transition démocratique débattue, négociée, moi je dirais, entre les tenants du système et ceux qui estiment que ce système ne peut plus être viable en Algérie. Merci. Il faut donc une transition démocratique. Merci, monsieur le professeur Abdelmajid Benchir. Au plaisir de vous retrouver dans cette émission. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, professeur Nourdine Aoussat, qu'est-ce que vous pensez d'abord globalement de cette, appelons-la comme ça, puisqu'elle se présente comme ça, interview du journal Le Point? Est-ce que l'un est journaliste, M. Adlan Meddi, l'autre, Kamal Daoudi, était un chroniqueur et écrivain, il a commis un livre assez remarqué.
Et depuis ces derniers temps, il montre de plus en plus de zèle à voler au secours du régime, voire même à stigmatiser le Hirak à sa façon. Mais sinon, qu'est-ce que vous pensez de cette interview? Premièrement, pour parler de Tebboune, je pense qu'Abdelmajid Tebboune ne vit pas seulement dans le même pays que nous, l'Algérie en l'occurrence, mais il ne vit même pas sur la même planète que nous. Il est sur une autre planète. Je dis bien, en pesant bien mes mots, il vit sur une autre planète, aussi bien au niveau de l'analyse de la politique interne, de l'analyse du Hirak, de l'analyse de la situation de l'Algérie, il vit sur une autre planète. Je ne sais pas si Abdelmajid Tebboune réalise que c'est lui le président dont la population de son pays vient de passer le ramadan, je dirais le pire de son histoire. Nous connaissions les coupures d'eau, nous connaissions les coupures d'électricité, qu'on appelait les délestages, et cette année, sous le règne de Abdelmajid Tebboune, on vient de connaître les coupures de gaz. En Algérie, cet été, cette année, on a connu même des coupures de gaz, sans compter la non-disponibilité du petit sachet de lait, de l'huile et du reste. Abdelmajid Tebboune, je pense qu'il est totalement hors temps. Il parle pour lui-même. Il ne parle même pas aux Algériens, il ne parle même pas aux Français qui savent cela. Sinon, je reviens maintenant à cette pseudo-interview qui n'en est pas une du tout. Ce n'est pas nouveau. Je prendrai juste un exemple. Ce n'est pas nouveau pour le même journal, pour le même magazine. Journal, pour les mêmes journalistes. Ah bon? Oui. Coutumier du fait? Oui, les journalistes, c'est-à-dire parce qu'ils sont présentés comme tels. Pas Kamel Daoud, il n'avait jamais commis... Kamel Daoud est de la partie, Adlan Meddi est de la partie, dans ce que je vais montrer novembre 2017. Même sur ça, il y avait Kamel Daoud, vous êtes sûr? C'est un dossier 2 fois plus volumineux que le dossier de cette fois-ci, avec les mêmes personnes. Spécial Algérie, un enjeu historique, mais c'était du temps de Bouteflika. Voilà, novembre 2017, du temps de Bouteflika. J'aimerais juste montrer. Vous êtes sûr que Kamel Daoud y était? Absolument, absolument. Kamel Daoud avait commis. Adlan Meddi, c'est sûr. Oui. Un conte, attendez que je lis. Un conte où l'on mange les enfants. Oui, mais là, sauf que le discours de Kamel Daoud à l'époque n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Mais sinon, à l'intérieur du dossier, il est cité, on cite Kamel Daoud. Je voudrais juste qu'on zoome sur 2 points qui sont en gras. Abdelaziz Bouteflika ne cède pas un iota de son pouvoir, même à son propre frère, Dixit, un collaborateur de Saïd. Qu'est-ce que ça signifie cela? D'écrire cela en gras, Saïd. Ça veut dire que c'était aussi un publi-reportage. C'était un publi-reportage avec du même magazine. Du même magazine avec les mêmes journalistes, Adlan Addi et Kamel Daoud qui participent. Ensuite, sa capacité d'écoute des doléances est très appréciée dans le circuit du pouvoir. Dixit, un conseiller à la présidence. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en novembre 2017, le journal, le magazine Le Point nous vendait à ses lecteurs l'état de la situation physique de Bouteflika qui était au maximum. Il était à l'écoute totale. Et il n'avait pas lâché un seul pouce de son pouvoir, alors que nous savons aujourd'hui que c'était son frère qui tamponnait, qui avait le sceau de la présidence, etc. On peut donc affirmer que Le Point est fort en publi-reportage pour ce qui est de l'Algérie. Pour ce qui est de l'Algérie, que ce soit à l'ère de Bouteflika ou à l'ère d'Abdelmajid Tebboune. Voilà pour faire très... Exactement. Alors nous allons faire des tours de micro de 3 minutes. Vous venez de prendre 3 minutes, on vient de on va essayer de faire tourner à 3 minutes pour chaque intervenant pour pouvoir... Alors, Saïd, d'abord, comme ça, à chaud. Merci, qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Je salue Nourdine, Mohamed et tous les Algériennes et les Algériens et ceux qui nous écoutent. Tout à l'heure, quand tu m'avais appelé, je t'avais dit que tu m'as... Infliger une torture. Une corvée. Ouais. Une corvée, moi je ne dirais pas que c'est une interview, ni un publi-reportage. C'est juste flagorneur.
laudateur, turiféraire, bouffon du roi, dont Vous n'êtes pas très gentil, Saïd. dans un pamphlet dépassé et un système du passif. D'abord, pourquoi maintenant? Le contexte. Mais avant le contexte, permettez-moi juste comme ça de surfer quelques éléments de forme. La mise en page. D'abord, cette mise en page qui commence par un homme de surcroît décidé, déjà la photo, comme s'il travaillait, comme si j'étais un peu sur un cheval et qu'il était là pour faire des choses. Et puis, tout en bas, on lit un parcours. Le parcours d'une forte tête. d'une forte tête. Et ça veut dire qu'il résistait au système qu'il avait employé plus de 50 ans. À la limite, Depuis sous-préfet jusqu'à Premier ministre. ce qui me frappe dans tout ça, de 1980, on saute directement à 2017. On ne parle pas... C'est vrai, attendez, je vais dire. Né ceci, cela, diplômé, occupe plusieurs postes de préfet. Et de préfet, on passe directement Premier ministre. Oui. Allez-y. Mais Dites-nous entre-temps, pourquoi on a sauté alors? entre-temps, il y a bien ministre de la Communication, plusieurs fois Wali, ministre de la Communication 99-2000, ministre des collectivités locales 2000-2001, ministre d'Habitat et de l'Urbanisme 2001-2002. Puis, subitement, suite à une affaire, L'affaire Khalifa. l'affaire Khalifa, Le scandale Donc, du siècle. il a été cité, Il a comparu en justice. tout à fait. Il a été inquiété avant d'être récupéré. Ça, c'est un article de l'Ouatan. Ouais. Le plus curieux avec Abdelmajid Beddoun est qu'il redevient étrangement ministre de l'Habitat après 10 ans de retraite et surtout son inculpation officielle dans le scandale Khalifa avec Abdelsalam Bouchouerb. Ouais. Véritable, comment qu'il l'a appelé, désert, la traversée, Du désert. Ce n'est pas de 97, bien que dans la même émission. J'étais assis ici, de 2017 avec toi. Je me rappelle. J'avais dit, quand il a été, de surcroît, on a fait monter toute une pièce théâtrale, j'avais dit à l'époque déjà qu'ils sont en train de le victimiser pour le présenter comme président en 2017. Et c'est pour cette raison qu'en matière de forme, l'interview, elle commence d'abord par la victimisation. C'est Il vrai a que sa été traversée victime. du désert, c'est pas du temps des Bouteflika. C'était de l'affaire Khalifa à 10 années d'absence après avoir été mouillé dans une à affaire fait. de grosse corruption. Le deuxième élément que j'aimerais évoquer, il n'a éludé aucun sujet. Aucun sujet. Ouais. Moi, personnellement, à la limite, par honnêteté intellectuelle, ils auraient écrit, il n'a éludé aucune question qu'on lui ait posée. Mais aucun sujet, moi, j'aimerais bien qu'on ait dans les profondeurs, dans cette question d'un journaliste, où il y a violation de l'instruction. J'aurais aimé qu'on pose la question. Alors, je vais revenir sur à les vous. femmes Je vais revenir, violées. Saïd, je suis obligé de vous arrêter parce que nous allons faire des tours de micro. Mais il est vrai, ils disent qu'il n'a éludé aucun sujet. Ça veut dire que des questions, en fait, lui ont été posées à l'avance. Et ils se trahissent eux-mêmes, enfin, celui qui a fait la présentation et qui est Kamel Daoud. Hein. Oui. Il n'a pas voulu signer à la fin. Normalement, l'usage aurait voulu signer soit la rédaction, soit Cadet. Or, il ne l'a pas fait pour ne pas apparaître sous son véritable jour. Mais il se trompe lui-même, enfin, il se trahit en disant que... où il nous apprend que les questions ont été livrées à l'avance. Où il nous dit, d'un pouvoir... Vous avez trop de questions, comment tout sourire Abdelmajid Tebboune en invitant à prendre le café. Il l'a dit avant qu'on lui pose des questions. Ça veut dire qu'il les a eues à l'avance. Saïd, je suis désolé, on va faire des tours du micro et je reviens à vous et je vous reposerai la même question. Mohamed Ben Aïssa, rappelez-vous que vous avez à peu près 3 minutes chacun à chaque fois. Pareil, c'est une corvée en fait de lire ça. Mais après, on se pose toujours pour nos téléspectateurs les questions de base. Qui, quoi, à qui,
et quand en fait. Donc Tebboune, il ne représente pas sa personne, on le sait très bien, Tebboune, il représente un système en agonie, donc un système que actuellement est en difficulté à l'intérieur et à l'extérieur. On peut le reconnaître qu'à l'intérieur, il n'a pas pu utiliser aucune solution politique, il a utilisé l'option de tout sécuritaire. Donc on voit très bien Alger la Blanche est devenue Alger la Bleue. Au niveau extérieur, on a vu même son allié, qui est la France officielle, s'inquiéter. On a vu les instances internationales s'inquiéter. On a vu que beaucoup d'instances au niveau d'Europe, au niveau de l'ONU, commencent à s'inquiéter sur la gestion du Hirak. Et quand, si on se pose aussi la question de quand, c'est la veille des élections, de leurs élections, du 12 juin. Donc le timing est important. Le timing aussi est bien orchestré. Pourquoi? Parce que juste après les 2 derniers vendredis, on a pu museler, on a pu empêcher les marches. On sort Tebboune en costume, en cravate, dans une chaise bien installée, pour dire à l'extérieur, rassurez-vous, on tient la baraque, il n'y a plus de Hirak, c'est nous. Et donc, curieusement, ça vient aussi après la question de Madame la parlementaire sénatrice Rossignol et la réponse qui a révolté les Algériens de Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Voilà, donc il faut inscrire cette interview dans tout ça, une preuve encore que le système est en difficulté. Et quand on lit un petit peu les thèmes abordés, on voit très bien que Tebboune ne s'adresse pas aux Algériens. Donc on ne s'adresse pas aux Algériens avec un texte pareil, les thématiques utilisées. Quand on voit en gras l'islam, l'islamisme, quand on voit en gras Rachad, le MAC terroriste, quand on voit comment il s'adresse, les éloges qu'il a faits à Macron, on sait très bien que Tebboune cherche un soutien. Et le titre, il ne peut pas... Oui. Le titre, ce que nous voulons, c'est une mémoire apaisée et reconnue. Non, après, ça, c'est pas d'ici aux Algériens. Aussi très fort. Il dit des choses, peut-être qu'on reviendra tout à l'heure dans les relations franco-algériennes. Il dit que si on n'arrive pas à résoudre cette problématique mémorielle entre l'Algérie et la France avec Macron, on ne pourra jamais la résoudre. Ça, c'est grave encore. Diplomatiquement, on ne peut jamais s'adresser de cette manière. Il faut le minimum de réserve si on est, soi-disant, président de la République. Donc, je trouve que c'est une... Après, je peux faire le lien rapidement avec un autre oligarque en prison qui a fait ce genre de choses, qui est Haddad, qui a été chercher une entreprise de lobbying américaine qui était proche de Trump pour un petit peu influencer la décision politique en Algérie. Donc, on voit que Tebboune fait la même chose. Il a été chercher un média voilà, pour un petit peu redorer l'image du système et de Tebboune. Après, parlant des intervieweurs et surtout Kamel Daoud, c'est vraiment une déception encore de plus. On l'a remarqué depuis quelques années, surtout ces dernières années. Kamel Daoud aussi s'adresse au public français, s'adresse plus aux Algériens. Il condamne le colonialisme, il s'inscrit totalement dans le néocolonialisme, dans le mépris des... Mais il passe son temps à parler du reste du pays qui ne serait pas dans le Hirak. Voilà. Et lui, dans ce qu'il commet de livraison, il ne s'adresse pas au reste du pays. Non, pas du tout. Il ne s'adresse pas. Récemment, on a vu ce qu'il a fait, je sais pas comment, un truc de livre là qu'ils ont fait à Tizi Ouzou. Il a dit franchement, avec une audace, avec vraiment une... Comment on dit chez nous, excusez-moi le terme, vraiment une vulgarité, on demande aux populations kabyles de voter. Ils ont plus intérêt à voter aux élections pour que ne pas laisser passer les islamistes au pouvoir. Ouais. Donc regardez dans quel registre on est. Donc on est dans un extrême d'extrême droite, de droite. On s'adresse un petit peu, on est en train d'attiser la haine, la peur. Donc on n'est plus dans le politique et dans les solutions politiques. Alors, Nordin Aoussat, il parle de M. Tebboune, la traversée du désert, une ostracisation violente après son mandat éclair, 3 mois de Premier ministre, pour avoir déclaré la guerre aux forces de l'argent. Il a été liquidé pour avoir déclaré la guerre aux forces de l'argent, à leur clan politique, proche du frère Bouteflika Saïd, cet énarque, ce fils du sud-ouest saharien, qui lui a légué le calme et la cordialité des gens du désert à la carrière préfectorale qui remonte aux années 70, c'est depuis la disgrâce subie que le pouvoir peut aussi être un enfer derrière l'apparat du prestige, de la puissance, etc. Plus loin, donné pour favori. Donné pour favori. Il subit une campagne médiatique violente du temps de Gaït Saleh.
et une partie du personnel politique hérité de l'ère Bouteflika se mobilise contre lui. Aujourd'hui, des officiers du renseignement sont derrière les barreaux pour avoir comploté et tenté de manipuler les résultats de l'élection à ses dépens. Ça veut dire que lui, il a été vraiment élu, on a voulu... C'est effarant, c'est absolument... ça me laisse sans voix. C'est un conte de fées, hein, c'est un conte de fées au profit d'Abdelmajid Tebboune, qui n'a jamais eu de gloire, qui n'a jamais eu, je dirais, une étoffe d'un homme d'État ou même d'un commis d'État, parce que les commis d'État sont respectables, hein, ceux qui servent l'État, ceux qui servent les institutions de l'État. Lui, je pense qu'il a servi des hommes. Il a tout le temps servi des hommes, et même ceux dont parle ici ce reportage, ce public reportage, il s'agit à ma lecture, à ma connaissance, d'un jeu. Il a voulu jouer le jeu d'une opposition à Bouteflika, pour ne pas citer Mediane, Toufiq, en s'attaquant aux proches de Saïd Bouteflika. Il a payé les frais, et c'est tout, hein. Il pensait qu'ils étaient assez placés pour s'attaquer au clan de Bouteflika. Finalement, ça n'a pas marché. Il a payé les frais, c'est tout. Il n'y a aucune gloire, il n'y a aucune bravoure, il n'y a aucun, je dirais... Mais en réalité, Nordin Sadi, c'est pas attaqué au clan Bouteflika. L'affaire, elle est connue. Oui. Lui, il se rendait à une réunion qui devait avoir lieu avec... Entre autres, oui. Et c'est Saïd qui lui a posé la question. Il lui a dit, peut-être qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a pas à s'inviter tout seul. Vous l'avez invité, il lui a dit non, non. Alors il faut le virer. Ouais. Mais Saïd l'a dit comme ça, sans penser au... Alors lui, fort de ce que lui avait ordonné Saïd Bouteflika, il arrive, il dit à Sidi Saïd de l'JTA, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il faut lui demander de partir. Il pensait qu'il était tombé en disgrâce. Oui. Et dès le lendemain, Saïd Bouteflika dit, ah non, non, moi j'ai pas demandé à le virer. J'ai dit, il ne peut pas s'inviter tout seul. Et là, il a décidé de le liquider. Mais en fait, il ne s'est pas opposé à Haddad, jamais de la vie. Il y a eu quelques publications, des articles de journaux, de marché non conclus par Haddad et qu'il avait reçu pour cela les crédits de l'État et qui ont été publiés. Tout le monde avait compris que Tebboune tenait en grippe Haddad et qu'il ne l'appréciait pas tant que ça. Il y avait ça. Donc oui. Ça, on peut le reconnaître parce que c'était sur les colonnes de la presse algérienne. On voyait les factures exorbitantes de millions ou de dizaines de millions de dinars, etc., pour ne pas parler plus que ça. Donc oui, mais Abdelmajid Tebboune, il est connu, il ne tombe pas du ciel. C'est un homme qui est dans le pouvoir depuis le début des années 70. Il a servi tous les pouvoirs, que ce soit l'Algérie socialiste, il était là, l'Algérie libérale, il était là, l'Algérie militaire, il était là, l'Algérie contre-révolutionnaire, il est là. Donc, que dire de plus d'Abdelmajid Tebboune, sauf, encore une fois, ce qui est inadmissible par contre, c'est cette désinvolture, ce non-respect, pour ne pas dire ces insultes envers, je dirais, le mouvement le plus digne que l'Algérie a connu depuis l'indépendance. Le Hirak, c'est une chance, le Hirak, c'est une opportunité, le Hirak, c'est un moment décisif de l'histoire de l'Algérie. On parlait de cette manière tout en se contredisant, je veux dire. Tebboune lui-même, dans ses interviews, il disait que 20 millions sont sortis dans la rue. C'est lui. Ça veut dire pour lui, pour oui, chasser Bouteflika. D'ailleurs, il dit au sujet des élections, oui. Il dit 10 millions ont voté. Alors tout le monde sait que c'était le plus grand boycott massif depuis 1962. Absolument. Et il les empoche. Hein. C'est comme si les 10 millions avaient voté pour lui. C'est 10 millions qui ne sont que du bourrage. Mais il dit pire, dans cette interview, il dit il y a eu 10 millions qui ont voté et finalement, ceux qui n'ont pas voté, c'est une minorité. Alors que même si on prend pour argent comptant, c'est 10 millions qui ont voté. L'électorat, il est de 25 millions. Oui. Ça veut dire les 15 millions qui n'ont pas voté, ce n'est pas une minorité par rapport à 10 millions. C'est un contresens. Oui, bien entendu, les chiffres, il les manipule comme il veut, donc des contre-vérités énormes, des accusations qu'il reprend à son compte, mais surtout, si on doit être un petit peu plus, je dirais, vigoureux et un petit peu plus, je dirais, pointueux, comme on dit, le diable se cache dans le détail. Et le détail, il est dans ses propres phrases, on y reviendra tout à l'heure. Saïd, je reviens à vous.
D'abord, il y a le contexte. Le contexte, bien que tout à l'heure, j'avais parlé des questions non posées. Il y a plusieurs questions dans cette histoire de viol flagrant du secret de l'instruction, de la présomption d'innocence quant aux journalistes incarcérés à Tamanrasset. Mais au-delà, il y a un contexte. Vous pouvez nous rappeler, parce que c'est grave ce qu'il a dit aux journalistes, ils ne l'ont dit, pas relevé. Exactement, il a dit que c'est un pyromane, il s'est immiscé dans une histoire grave, Oui. grave et sensible, donc au grave, sensible et pyromane. Il parle du journaliste. Hein. Exactement, du journaliste. Mais qui n'est pas encore jugé. Tout à fait. Il est en mandat de dépôt. Tout à fait. Donc c'est encore une fois comme l'affaire Drarni. C'est du pareil au C'est même. un viol de la présomption d'innocence. De Khabarji à pyromane. À pyromane. C'est juste qu'on ne sait pas qui est le pyromane. Mais le journaliste ne l'a pas relevé. Il ne lui a pas dit, mais Monsieur le Président, c'est une violation de la présomption d'innocence. Pas un mot. Ils n'ont pas bougé une oreille, là. Un journaliste l'aurait relevé, mais un laudateur ne l'aurait jamais fait, Jamaldine. Il n'est pas là pour mettre en difficulté ou ramener, pousser un certain nombre de vérités. Maintenant, permettez-moi juste de parler du contexte. Le contexte national, nous le connaissons. Il y a un système en perte de vitesse dépassé dans la silmiya, dans la civilisation, dans le civisme, dans le hadariya, dans le niveau et la maturité par un peuple. Pour preuve, ce slogan, face à leur brutalité augmentant notre humanité, face à leur violence augmentant notre silmiya. C'est un slogan du peuple algérien qui y a subjugué ceux et celles avec lesquels nous avons parlé à Genève. Le contexte national, c'est qu'ils ont arrêté les journalistes, arrêté l'islamiste, arrêté le laïc, arrêté l'athée, arrêté toutes les couches de la société, l'avocat, le juge. Ils ont arrêté tout le monde. Et à défaut de nous arrêter, nous, ils prennent nos photos. Et tous ceux qui prennent des photos avec nous, soit ils les arrêtent, soit ils les... Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, je vais vous raconter l'histoire, si tu permets, Jamaldi. En 2019, je prends une photo avec 2 agents de la protection civile après avoir éteint un feu qui allait ravager des villages entiers. Ces éléments de la protection civile, je les ai vus dans une rencontre très furtive. On m'a juste félicité pour mon mariage et moi, je leur ai rendu un hommage. Certains cercles ont pris cette photo et les 2 agents, qui n'ont absolument rien à voir avec le mouvement de la protection civile, outre mesure que je soutiens, outre mesure légitime, ils ont été suspendus, ils sont sous contrôle judiciaire. Parce qu'ils ont pris une photo... Avec moi. Avec Saïd Akni. Avec Saïd Akni. Au lendemain de son mariage. Au lendemain de mon mariage. Et moi, on m'a attribué une immixtion directe dans ce mouvement. Donc, si moi, je peux, à distance... Un mouvement qui est grève générale des sapeurs-pompiers. Des sapeurs-pompiers, alors que la photo, elle a été prise en 2019. Et je me permets de vous arrêter, de vous interrompre. Mohamed Ben Aïssa. Alors, la question des journalistes. Parler de l'Algérie, c'est évoquer le poids de l'armée et des services de renseignement. Qu'en est-il réellement, sachant que l'armée a arbitré le départ de Bouteflika? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le poids de l'armée est une réalité positive, etc., etc. Et après, il dit « Je rappelle que l'armée s'est retirée de la politique depuis la fin des années 80, l'époque où des officiers de l'armée siégeaient au comité central d'Yavana, etc., est terminée. L'armée ne fait plus de politique. » Et il le dit face à 2 journalistes, dont Adlan Meddi est un habitué du Sérail, il connaît très très bien la question. Et personne ne lui repose une question et on nous dit le contraire. On nous dit qu'il n'a éludé aucune question, aucun sujet.
Oui, voilà, je reprenais aussi ce qu'il a dit Saïd. Ce pas des journalistes, ils ne sont pas là pour contredire je sais pas, leur chef. C'est des missionnaires, en fait. Je pense même des fonctionnaires. Ils sont là pour... Donc, pour l'armée, il dit des mensonges gravissimes que le peuple algérien a refuté depuis maintenant plus de 2 ans. Et que le mal, ça c'est le mal algérien. Ce n'est pas l'armée. L'armée, c'est notre armée. Le mal algérien, c'est cette ingérence depuis 63, depuis avant l'indépendance, depuis le congrès de la Somme, depuis cette ingérence des militaires dans les affaires politiques. Il faut qu'on rappelle à ces journalistes que Boumediene, il vient d'où, qu'après Boumediene, Chadli vient d'où, que qui a ramené Bouteflika, qui a géré les années 90, que celui qui est rentré récemment en avion de l'Espagne, Sefah, comme on dit, Khaled Nazzar, il vient d'où? À bord d'un voilà. d'un avion présidentiel, après avoir été l'objet d'un mandat d'arrêt international et d'une très lourde condamnation. Voilà, qui a été blanchi en clin d'œil. Ramené par voilà. Donc, qui a interrompu et qui les fait de la élections politique maintenant à la place de Tebboune? Justement, on va y arriver à la... Justement, il le dit que l'armée, il le dit dans l'entretien, il dit qu'en s'appelant tous les jours, et moi, il met le chef de l'État. Voilà. Tous les matins. Donc, briefing. Un chef d'état-major n'est pas là matinal. pour rappeler tous les matins le chef de l'État. Et il dit si elle avait voulu prendre le pouvoir et pas de l'armée, elle l'aurait fait. Mais pourquoi elle l'aurait fait? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'institution. Il reconnaît. Mais pourquoi elle le fait officiellement ou directement si elle a déjà une vitrine déjà, et c'est elle qui gère. Donc il faut le rappeler aussi, quand il était inconscient, quand il était à l'hôpital, ce Tebboune, qui faisait la campagne de la réforme constitutionnelle? C'était Chengriha. C'était Chengriha. Le chef d'état-major. Chengriha dans toutes les wilayas, on le voyait dans les hôpitaux, qui a parlé de ce qu'on appelle du bilan positif de l'État, du système face au Covid. C'était Chengriha qui parlait de ça, qui a parlé du journalisme, des médias. C'était Chengriha qui a fait tout un colloque sur les médias, le journalisme, qui était, bien sûr, à côté de l'ambassadeur de la France, qu'ils étaient les deux, les chefs à bord du navire qui disait tout à l'heure, je n'ai pas abandonné. Si, il a abandonné le navire algérien quand il était malade, il est parti se soigner à l'étranger, alors que les Algériens à cette époque mouraient dans les hôpitaux algériens. Parce qu'il l'a dit, moi je n'ai pas quitté le navire. Si Tebboune t'a quitté le navire, était parti te soigner avec l'argent public en Allemagne. Nordine Aoussat, est-ce que M. Tebboune croit sérieusement qu'il a été élu par les Algériens? Des Algériens qui ont vu dans la télé publique, le NTV, que les bureaux de vote le jour de l'élection étaient complètement vides, qu'il n'y avait quasiment que les militaires qui votaient 2-3 fois dans des bureaux de vote différents, et qui a vu qu'il n'y avait que quelques électeurs ici et là, généralement dans l'arrière-pays, là où les gens sont dans une grande misère, là où ils sont pris en otage. Il croit réellement que ce n'est pas Gaïd Saleh qui l'a désigné. Il ne sait pas que tous les Algériens connaissent jusqu'au détail de la guerre des clans qu'il y a eu à l'armée, de ces généraux-majors qui ont été mis en prison parce qu'ils refusaient sa candidature. Il ne le sait pas ou il est dans le déni? Il est absolument dans le déni. Il n'y a pas un autre mot plus approprié pour décrire sa situation. Il est dans le déni total. Le déni total vis-à-vis de son élection, pseudo-élection. Le déni total vis-à-vis du rôle de l'armée dans le système politique algérien. Dans le déni total par rapport aux revendications de la population algérienne depuis février 2019. Le déni total dans les véritables racines, les véritables origines, les causes essentielles de ce blocage, de cette situation de l'Algérie, que ce n'est pas seulement une période ou une année ou une personne ou un homme ou un entourage d'un homme, mais c'est un système. Il est dans le déni total, absolument. Tebboune, Abdelmajid Tebboune, il est en train de s'aveugler, et de ne pas voir la réalité en face. De toutes les façons, il est en train de jouer le rôle
qu'on lui a assigné, le rôle qu'on lui a désigné. Sinon, lui-même, il le dit dans cette interview, le système algérien, c'est dangereux, même c'est mortel de s'y opposer. S'opposer au système algérien, donc il ne peut pas s'opposer, il n'a jamais été dans l'opposition, sinon il aurait connu ce sort-là, comme il ne l'a pas connu, donc il est totalement dans un rôle, il joue son rôle tout simplement. Il nie toute réalité, il jongle avec les chiffres, il fait dire au Hirak ce qu'il veut, il lui interdit de dire ce qu'il veut, il nous invente des personnes qui ont appelé l'armée à intervenir et à prendre le pouvoir, qui sont soi-disant des démocrates, qui sont soi-disant issus des Hirak. Je ne sais pas d'où il tire tout cela. C'est pour ça que j'ai dit au début, il ne vit pas non seulement dans le même pays que nous, mais il ne vit même pas dans la même planète que nous. Quand il dit le Hirak al-Mubarak, ça veut dire celui où il y avait des millions, contrairement, selon lui, à celui d'aujourd'hui, quand il dit le Hirak al-Mubarak a renoncé à cette revendication absurde de la transition politique. Dans le même temps qu'il dit à Macron, on m'empêche de mener une véritable... De qui il parle? Des militaires. Il l'empêche de mener la transition. Et au grand public, il dit, le Hirak a renoncé à la transition politique. Il oublie de dire que le Hirak dit Madaniya Machi Askaria. Il oublie de dire que Tebboune Mzawar Jabouh al-Askar. Absolument, c'est pour ça que le mot déni lui colle très très bien, donc il embrasse toute sa personne, toute sa pensée, tous ses faits et gestes et déclarations. Et c'est pour ça que même les slogans que le Hirak scande depuis des mois, Tebboune, il entend autre chose. C'est sûr. Je ne sais pas, il entend autre chose. Je dirais tout à l'heure quels sont les slogans qu'il entend. Nous, on ne les a jamais entendus, ces slogans-là. Il entend totalement le contraire. Il entend des voix. Il entend des voix, absolument. Il entend des voix et c'est terrible. C'est terrible. Et pour revenir et reprendre les choses plus sérieusement, même si je dois commencer et terminer tout à l'heure quand j'aurai le deuxième tour de notre passage de parole, prenons les choses à l'envers, Si Jamal el-Din, pour réfléchir. Parfois, on prend les choses de face et on peut les prendre, je dirais, à contre-courant. Imaginons un instant que le Hirak n'a pas eu lieu. Imaginons que le Hirak n'a pas eu lieu, que le 22 février 2019, le peuple algérien, notamment et surtout, je dirais, le 2 mars et le 8 mars, n'étaient pas aussi nombreux dans toute l'Algérie. Des millions d'Algériennes et d'Algériens dans les rues. Imaginons que tout cela n'avait pas eu lieu. Je pose la question, je laisse la parole aux autres et j'y reviendrai tout à l'heure pour continuer la suite. Très bien. Saïd, une question, même si vous avez autre chose à dire. Tebboune oublie de dire, et les journalistes qui ont fait ce public reportage oublient de le dire, qui nous présentent dans la présentation de Kamel Daoud, un président, comme vous le dites, absolument. Il oublie de dire que Tebboune n'a jamais effectué une seule visite. Il ne s'est jamais adressé à son peuple directement, il n'est parti dans aucune ville, il n'a visité aucune victime, il n'a fait aucun déplacement, il n'est pas rentré au milieu de son peuple, il vit dans une tour d'ivoire. Pourquoi ils ne le disent pas ? Alors que, juste une parenthèse, l'ambassadeur de la France, il a fait 18 visites apparemment, voire même peut-être 28. Et il en parle, hein. Il dit certains ambassadeurs ne connaissent pas l'Algérie. Pas de l'ambassadeur de France. Il a fait apparemment 18 au minimum visites de partis politiques, de wilayas, de fêtes, de réunions. Sans compter tous ceux qu'il a reçus. Qu'il a reçus. Alors, Saïd, avant de revenir à cette question, je vous laisse, on va voir une vidéo. Parce que M. Tebboune, il dit les partis, c'est rien du tout, c'est parti négligeable, même pas 800 000 sur 35. Et devinez, normalement, tous les chefs de parti s'indignent. Ils montent au créneau, ils dénoncent. Ah ben, écoutez ce monsieur ce qu'il dit. لمجلة لوبوان اللي جات واحد ما تحرش بيناتنا جميعا فكان جوابه في لوبوان كالدواء لكثير من الأمراض لكثير من المرضى الذين يفرقون
Alors, moi aussi, tout à l'heure, j'ai eu le fou rire. Alors, Tebboune, il le jette aux orties, il le jette à la poubelle. Il a dit, c'est parti, il ne représente rien. C'est même pas 800 000, c'est 45 millions, mais même tous les bébés et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il m'a ravi avec ses réponses, contre ce point qui est venu pour nous monter, pour allumer le feu. Saïd, c'est Allah, Samaouna ya Khawa. Karl Marx disait, Oui, l'histoire se répète toujours deux fois. au moins. La première est une tragédie. Ouais. La deuxième est une comédie. Eh oui. En l'occurrence, c'est C'est de la comédie. Quand on moquerie, je m'en moque. même pas le temps d'en parler. Je crois que le contexte dans lequel est intervenue toute cette campagne médiatique, je crois que c'est que l'amorce, c'est suite au travail formidable d'accompagnement de la diaspora, du peuple algérien, suite à ce que nous faisons tous les dimanches à la place de la République, aux différents rassemblements que nous tenons devant ces espaces qu'ils ont squattés. C'est suite aussi à l'action devant l'UNICEF, suite à l'action devant Amnesty International. C'est suite aussi à l'action de Strasbourg et à cette énorme action à Genève. Mais aussi, nous avons participé à la marche du 1er mai. Et dans cette marche, nous avons innové. Nous avons fait la marche de la tête à la queue. Et nous avons parlé avec toutes les organisations, avec tous les citoyens. Et ils ont vu que l'opinion est consciente de ce qui se passe en Algérie. Un peuple qui veut juste libérer le pays, un peuple qui aime le pays, un peuple qui est patriote. Et d'ailleurs, dans la dernière phrase, Jamel dit, on peut détester, mais pas détester son propre pays. On n'est pas On peut détester Tebboune, mais ne pas détester son propre pays. On n'est pas dans les feux de l'amour. On n'est pas dans Mais l'amour. les Algériens On n'est ils pas sont dans en la... train de demander le départ de Tebboune parce qu'ils aiment leur pays. Parce qu'on Il ne aime. dit pas, lui. En 2011, le peuple algérien n'est pas sorti parce qu'il avait peur pour son pays. Et en 2019, le peuple algérien, il est sorti parce qu'il aime son pays. Et confondre sa personne avec le pays, c'est le propre de ce système qui, dans ce méli-mélo, on mélange, on crée une certaine forme de clivage. On joue sur les clivages. En 1962 déjà, on parle de la famille révolutionnaire comme s'il y avait la famille révolutionnaire et une autre famille. Et maintenant, on parle, c'est-à-dire le système ne change pas, c'est une matrice, il produit le même langage, il a les mêmes réflexes et il a les mêmes instincts de survie. Ces instincts de survie ne sont pas aujourd'hui en interne. Il n'a plus de base sociale. C'est pour cette raison, regardez, y compris en matière de majorité, de minorité. Aujourd'hui, la démocratie, ce n'est pas simplement la voix de la majorité, c'est aussi le respect des minorités naturelles. Et là, on qualifie qui est majoritaire, mais là, je ne veux même pas rentrer dans les chiffres. C'est 92% ou c'est 8%? C'est les 10 millions ou les 24 000, les 40 millions? Mais quand on arrive à aligner autour de soi des hommes et des femmes qui sont plus intéressés par 40 millions, il y en a d'autres, 40 millions en termes d'argent. Les enfants du peuple ne sont intéressés que par les 40 millions d'âmes du peuple algérien. Et c'est là où réside la fierté. La fierté d'un responsable, quand on est politique, on est responsable d'une entreprise, d'une association, de n'importe quelle. C'est quoi sa fierté? Ce n'est pas simplement de dire, voici, non, je suis fier parce que je prends telle position. Non, on est fier quand on a une suffisance alimentaire. On est fier quand on ne se fait pas soigner à l'étranger. Et quand nos enfants ne se font pas soigner à l'étranger. On est fier quand les jeunes
ne prennent pas des pirogues de fortune et ne finissent pas engloutis par le poisson que nous mangeons par la Harraga, suite. justement, il dit il y a beaucoup moins de harraga par rapport aux pays limitrophes. Mais le mensonge... Il le dit, alors que les harragas algériennes deviennent de plus en plus massives. C'est les Espagnols qui le disent, c'est les Italiens. Lui, il dit non, il n'y a plus de harraga chez nous. Mensonge, fourberie, manipulation, perversion, tout ça, c'est un magma de tout ça. Donc, les réalités elles sont encore beaucoup plus amères que le constat que tu viens de faire. Les réalités des Algériennes et des Algériens interrogeant ces femmes qui pleurent leurs enfants qui sont en prison. Plus de 200 personnes sont en prison. Les réalités, ce sont ces 10 000 convoqués par la justice parce qu'ils sont sortis sans qu'aucune rose ne soit piétinée, sans aucun carreau ne soit cassé. Les réalités aujourd'hui sont les 5 millions de retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté, sont ces Algériennes et ces Algériens auxquels on refuse de rentrer dans leur pays. J'ai des amis qui ont perdu des êtres proches. Et des 5 êtres proches. millions de retraités qui ne parviennent même plus à retirer leur retraite et leur pension de retraite parce que les liquidités, l'argent qui est censé être la monnaie, c'est quelque chose qui relève de la souveraineté de l'État. La monnaie se trouve à 80% entre les mains de l'économie informelle. La Issaba, comme ils disent. Comment Je très termine vite, juste avec très une vite, phrase. oui. Comment parler d'une forte tête avec tout le sens qu'a forte tête, dans le sens celui qui ne peut pas gérer la crise du lait, la crise du sucre, la crise de liquidité, la crise d'eau, la crise de migration. Du chômage. Elle est où cette forte tête de la vaccination. Elle est où cette Il est en train de nous dire alors que c'est le dernier pays au monde à avoir plus vacciné. grave encore quand il s'agit de la vaccination. Ce système, il a l'habitude de créer la pandémie de la culpabilisation. Là, il dit que tout dépend de la volonté du peuple. Mais le journaliste, pourquoi il ne lui a pas dit, au mois d'avril, tu nous avais dit que j'ai le pressentiment. En science, on ne parle pas de pressentiment. Que le Covid, ça va être fini dans un mois. La fin du mois d'avril. Alors, dernier tour de micro, nous allons parler du Hirak demain, vendredi. Le blocus sécuritaire, c'est le V120, comme disent les hirakistes, le V120 qui va se passer comme les autres semaines qui viennent de passer, sous un blocus sécuritaire jamais vu. Non seulement on a mis tous les policiers dans la rue, on a même habillé des militaires en tenue de policiers pour les renforcer leur rang. Et la répression a atteint des niveaux absolument incroyables. Ça a dépassé le niveau de 200 détenus politiques, avec maintenant aujourd'hui 2 femmes et un avocat qui vient d'être incarcéré. Alors, Nordina Oussat, et on fait le dernier tour de micro. Très bien. Donc, pour commencer, par respect aussi à nos compatriotes et amis téléspectateurs et téléspectatrices, j'expliquerai le rire de tout à l'heure. Il y a un proverbe arabe qui dit « Sharrul baliyati ma yudhiku ». Sharrul baliyati ma yudhiku. Pour le traduire, je dirais l'épreuve, la pire des épreuves, ou l'épreuve la plus affligeante, c'est celle qui provoque le rire. Oui. Tellement c'est affligeant. Absurde. Tellement c'est absurde, tellement c'est affligeant qu'on en rit. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement que d'en rire. Oui, c'est ce que je fais, pas de l'homme. Je m'en mais c'est fiche. un rire amer. Mais c'est un rire de amer. douleur. J'aurais aimé partager un constat véridique, honnête, mais ce n'est pas le cas. Athlaja Sadrahu, à lui, oui. Athlaja Sadrahu à lui, mais pas le nôtre, parce que le nôtre, malheureusement, on est des traîtres et des mercenaires. Non, il l'a meurtri. Non, on n'a jamais été des traîtres et on ne sera jamais des mercenaires. Donc, je posais la question tout à l'heure. Imaginons que les choses, maintenant, réfléchir à contre-courant. Imaginons que ce Hirak n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qui serait passé si ce Hirak n'avait pas eu lieu? Il serait passé qu'aujourd'hui, Tebboune, il serait toujours dans le même système, que Bouteflika, avec sa lettre du mois de mars, je vous promets ceci, je vous promets cela, Comment? Demain. Demain, qu'est-ce qui va se passer demain, oui, vendredi? demain, ce qui va se passer, c'est que ce qui est arrivé, à savoir en février 2019, ce sursaut de dignité, ce sursaut, je dirais, de survie que le peuple algérien s'est ressaisi
pour ne pas sombrer dans la déflagration, dans l'implosion ou l'explosion de l'État, il va le poursuivre. Demain, ce qui va se passer à Alger, j'imagine que ce sera difficile de sortir avec le même nombre de policiers, d'autant plus que le choix a été fait. Abdelmajid Tebboune ainsi que tous ceux qui sont avec lui, ils sont dans la violence. Quand ils ne sont pas dans la violence symbolique, ils sont dans la violence physique, réelle, matérielle. Mais le Hirak, il est dans la non-violence, il est dans la silmiya. Il va se poursuivre. Il va poursuivre ce Hirak d'une manière ou d'une autre, dans des quartiers, mais le Hirak, il est toujours vivant. Le Hirak, il restera toujours vivant parce que c'est la seule survie de ce pays, c'est le seul espoir, la seule, je dirais, voie pour se ressaisir. Donc le peuple n'a pas le choix et il va le faire. Et nous ici, les Algériens et les Algériennes qui vivons en France et ailleurs, nous allons prendre le relais. Ce qu'ils ne pourront pas démontrer par une sortie massive des populations dans les rues, Inch'Allah, on le fera dimanche 6 juin à 13h30 à Place de la République et nous marcherons jusqu'à la Bastille en notre nom d'Algériens et Algériennes et en nom de nos compatriotes qui sont à l'intérieur. Le Hirak, je le dis à nos frères, le Hirak هو الحل ما كانش حل من غير الحراك. الحراك هو الأمل. الحراك جانا من عند الله تعالى باش أيقظنا من هذاك الحالة اللي كنا فيها وهذا الناس كلهم قيادة الجيش اللي كانت عصابة مشاركة مع بوتفليقة وعبد المجيد تبون والناس اللي معاه لو كان عندهم حل كانوا يبوحوا فقط به هذاك الوقت. أما اليوم فالكلمة للشعب والشعب راح يكمل الكلمة تاعو والحراك إن شاء الله تعالى يكمل حتى يغير هذا النظام ويجيب الأمل والحل للجزائر. Nordin Aoussat, quand vous dites le Hirak Jana min Indallah, oui, vous n'avez pas peur de provoquer une polémique et de donner le bâton pour nous battre à ceux qui disent « Ah, les islamistes, voilà, vous voyez, ils approchent en catimini, ils mettent Dieu à toutes les sauces. » Je ne le suis pas. Moi, avant tout, je suis un universitaire, d'accord? Moi, mes diplômes universitaires, je ne les ai pas eus en lançant des idées, je dirais, simplistes. Non, je dis, min indallah, c'est qu'on était presque désespérés. On était presque désespérés et d'un coup, bien entendu que ce sont les hommes qui sont sortis, ce sont les femmes qui sont sorties. Ils n'ont pas reçu à l'oreille un appel leur disant « Ah, Allah, il vous dit de sortir ». Non, mais on ne le sait pas. Tu sais, mais ceux qui sont sortis, il y a des communistes, il y a des socialistes, il y a des républicains, il y a des laïcs, il y a des islamistes. Ça veut dire que cette affirmation peut... moi, je vous comprends, parce que je vous connais, mais elle peut prêter à confusion et laisser penser que, ah, vous voyez, ce sont les islamistes qui sont derrière. Non, l'islamisme, il n'y a pas, ça n'existe pas. Tu l'as entendu, celui qui se dit islamiste, mais moi, je ne me suis jamais dit islamiste. Moi, je ne me suis jamais dit islamiste, je ne me dirai jamais islamiste, je suis musulman. Par contre, je dirais... Vous exprimez votre foi à votre façon. Attends, juste pour terminer, puisque tu as soulevé, si Jamaldine, la question, il y a une expression chez les classiques, les économistes classiques, qui disent la main invisible, que l'économie est guidée par la main invisible. C'est-à-dire quoi la main invisible? C'est la providence ou... C'est la providence, non. C'est Adam Smith, c'est les classiques qui le disent cela. C'est-à-dire que les hommes ont des comportements rationnels, les uns et les autres, de sorte que s'ils se comportent comme ils sont rationnellement, ils parviendront à un équilibre. Les Algériens se sont comportés rationnellement, ils sont arrivés au fait qu'il faut se soulever pour sauver l'Algérie. Maintenant, que je dise, moi, c'est Allah, quelqu'un d'autre, il veut dire que c'est lui ou c'est Tartapion. C'est une demande, une aspiration populaire. Chacun voit à midi à sa porte. Voilà. Mohamed Ben Issa, le dernier tour de micro. Moi, je dirais que demain, le peuple algérien va choisir, comme les précédents vendredis, le tout silmiya, en face de la tout sécuritaire et toute violence du système. Le peuple algérien sait très bien maintenant ce qu'il doit faire. L'idée du Hirak, le projet du Hirak est ancré actuellement partout en Algérie. L'Isaba, elle le fait très bien, elle nous ramène toujours plus de monde avec son niveau, avec sa gestion locale, avec sa gestion du Covid, avec l'histoire des frontières.
tous les jours, ce discours-là, comment ce système qui a fait tout sans elle sur l'anti-français, il va se dévoiler en disant que ses rapports avec Macron sont aux lunes de miel, qui dit que la France est, tout va bien avec la France, en citant bien sûr les quelques conflits, mais le fait de s'adresser comme ça à la France coloniale dit très bien que toujours ce système, il s'inscrit dans ce jeu. Donc le peuple algérien va sortir demain, la diaspora le soutiendra jusqu'au bout. Elle l'a fait pendant 1 an et demi où les marches étaient en arrêt en Algérie. Elle va continuer à le faire. Donc on va éviter ce tournant. On le sait très bien que ces systèmes despotes, comme on a vu en Égypte et un petit peu ailleurs, ils sont dans la même lignée. Créer un ennemi de l'intérieur, résumer la révolution en cet ennemi, comme il le fait très bien en résumant la mafia en la personne de Bouteflika. Donc, on ne va pas résumer le Hirak dans l'organisation ni de Rachad ni de l'MAC. Le Hirak, comme il le dit lui aussi, regardez ce qu'il dit. Il dit qu'on a entendu des slogans État islamique. Moi, je n'ai jamais entendu à Bab el-Oued ou ailleurs un État islamique. À aucun moment, le Hirak n'a soulevé. Donc, lui, il s'adresse, Tebboune et ses conseillers s'adressent à Macron, un petit peu aux politiques français pour leur dire que je vais vous protéger si j'arrête le Hirak. Je vais vous protéger d'un... Il le dit après que l'islamisme qu'on a connu dans les années 90 n'existera plus jamais en Algérie. Donc c'est des mots forts pour rassurer un petit peu les copains, les puissances étrangères. Donc les Algériens connaissent très bien cette sauce. On va rester jusqu'au bout derrière notre revendication première qui est la liberté de ce peuple. Merci Mohamed Benes. Alors Saïd Aknin, pour le coup, le mot de la fin. Vous savez, le peuple algérien, il tient à ces 3 forces. La première, c'est notre union. Au-delà d'un certain nombre de tentatives d'hégémonie ou de polémiques qui ne devraient pas y être. Effectivement, le peuple algérien, c'est sa profondeur humaniste, c'est sa profondeur humaine qui a jailli le 22 février. L'une des manifestations de cette belle révolution que certains n'acceptent pas, c'est ce processus de sécularisation qui est en train d'être dessiné par le peuple algérien. C'est un non-instrumentalisation des identités, de la religion à des fins politiques et politiciens. Ça, le peuple algérien, on l'a vu, et c'est ça, justement. C'est pour cette raison qu'à chaque fois, on essaye de dire, faites attention, c'est ça. La deuxième force de notre peuple, c'est la silmiya. La silmiya, ce n'est pas simplement la non-violence. La silmiya, c'est ce désir de vivre ensemble. C'est cette solidarité que nous avons vue entre les Algériennes et les Algériens pendant tous les temps et pendant tous les moments. C'est cette philosophie nouvelle qui consiste à aimer son pays au-delà de soi, au-delà de son appartenance. C'est cette projection dans l'avenir de tout le peuple algérien et cette volonté de construire le nouveau projet Algérie. Le nouveau projet Algérie, car le système est une conspiration au projet de novembre. S'il y a bien une phrase que je retiens, ce n'est pas Le Point en tant que titre, Caserna TV en tant que fonction et société occidentale en tant qu'objet parce que c'est destiné plus à la société occidentale qu'aux Algériennes et aux Algériens, cette interview. Ce n'est pas ça qui va arrêter la volonté du peuple algérien. Combien de moyens furent déployés par le colonialisme? Combien d'hommes et de femmes de valeur ils ont tués? Combien qu'ils ont arrêté l'opération Jumelle, l'opération Alger, les Charles? Il y avait toutes les opérations. Et ça, le colonialisme n'a pas réussi. Le néocolonialisme, il ne réussirait pas. S'il y a bien une phrase que je retiens, le pouvoir en Algérie a des mœurs de clandestinité et des rites d'invincibilité. Cet entretien, c'est pour justement leur créer l'illusion d'invincibilité. Ils oublient que le grand peuple algérien, je l'ai dit avant 2019, est un grand peuple, est un peuple digne, est un peuple fier. Et la fierté du peuple, ce n'est pas celle des responsables. Eux, ils sont fiers de toucher 40 millions, de dilapider l'argent du peuple, d'y aller dans les salons de l'Occident, de se pavaner. Nous, on est fiers de Zabana qui a dit, 1 minute avant de mourir,
couper ma tête. تحية الجزائر وتحية الشعب الجزائري. Merci Saïd Aknin, merci Nordin Aoussat, merci Mohamed Ben Issa, merci Majid Ben Cheikh. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Rappelez-vous qu'avant ce point d'aujourd'hui, de cette dernière édition, il y a eu le point du temps de Bouteflika. Encore plus que maintenant, c'était 14 pages. Oui. Et n'oubliez pas cette notion de publi-reportage qu'on paye en dessous de table généralement pour ne pas avoir l'honnêteté intellectuelle de mettre publi-reportage au-dessus. سلمية خاوة حتى تجي الحرية.